Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France de la politique avec, vous l'avez entendu, Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République et auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, publié chez Heredium. Bonsoir. Bonsoir. Et Frédéric Sinclair, politologue, auteur des livres La refondation de la droite et La droite face à l'islam, publié chez Salvator. Bonsoir Frédéric Sinclair. Bonsoir. Comme disait un célèbre commentateur de football, il n'y a pas eu la ligne droite de Longchamp pour départager les candidats à la primaire écologiste. L'eurodéputé Yannick Jadot est arrivé en tête du premier tour avec 27,70% des voix devant Sandrine Rousseau, 25,14%, qui devance de peu tant Delphine Batho, 22,32, qu'Éric Piolle, 22,29, et loin devant Jean-Marc Governatori, 2,35. Ce sera donc un second tour Jadot-Rousseau dimanche prochain, d'où notre premier débat. Qui va gagner ? Eh bien, sur Twitter, vous dites que ce sera Jadot à 40,8%, qui aura 40,8%, et vous pensez à 59,2%, que ce sera Sandrine Rousseau qui va gagner. On va commencer avec vous, tiens, comme vous venez de nous rejoindre, Frédéric Sinclair. Thierry Roland avait raison, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp entre les 4 premiers candidats. C'est vrai que ça arrive serré et j'allais dire ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 3 sur 4 qui sont peu ou prou dans la même approche de l'écologie. Jadot est probablement le seul écolo, réalo, comme on l'appelle aujourd'hui, quelqu'un qui parle déjà davantage d'économie d'écologie, que d'immigration et de féminisme, mais surtout qui a une approche qui soit compatible avec autre chose que les partis de gauche radicale, en fait. Donc, je suis plutôt d'accord avec les auditeurs qui pensent que la finale va donner la victoire à Sandrine Rousseau, parce que mécaniquement, il me semble que les reports de voix vont aller vers elle. Vous êtes d'accord avec Frédéric Sinclair et avec les auditeurs de Sud Radio ? D'abord, je note que vous nous avez préparé une introduction très patriarcale en appelant au souvenir de Thierry Roland pour parler de la primaire écologique. Bon, d'abord, les Verts sont totalement illisibles et imprévisibles. Donc, faire un pronostic aujourd'hui de qui va remporter la primaire, c'est difficile. Si on regarde effectivement, comme le faisait Frédéric sur le papier, il y a plus de candidats écologistes libéraux libertaires que d'écologistes sociétaux radicaux. Oui. Et donc, Sandrine Rousseau apparaît certes en très très bonne position, mais un peu esseulée. Je note cependant que les 2 autres candidats qui arrivent quasiment à un quart des voix, aucun n'a proposé de report des voix à son électorat pour voter pour Jadot ou pour Rousseau. C'est-à-dire que tous les 2 se sont mis en réserve de la primaire. Donc, il n'y a aucune consigne de vote pour le second tour. À partir de là, tout est possible. Moi, je pense quand même que l'important en politique, c'est la dynamique. Sandrine Rousseau, elle est sur une dynamique. Elle est sur une dynamique radicale. Elle est sur une dynamique sociétale. Elle a placé sa campagne sous le signe du féminisme dans un parti qui est très féminin. Et ça joue aussi. Et puis, il faut le dire, elle a une présence, on l'aime, on n'aime pas, mais elle a une présence qui détonne par rapport au ton très monocorde et un peu soporifique de Monsieur Jadot. Et quand on est un militant politique, on a envie que son champion ou que sa championne ressorte, émerge, se distingue par rapport à ses concurrents. C'est aussi pour ça qu'on élit un candidat. Alors on sait que les militants élisent toujours des candidats plus radicaux que ceux pour qui leur électeur aurait envie de voter, mais Sandrine Rousseau a la dynamique pour elle. Alors justement, je voudrais vous poser une question. Les reports de voix, à votre avis, comment est-ce qu'ils vont se faire ? Pour le moment, il n'y a pas d'appel à voter pour un tel ou une telle, Frédéric Sinclair. Les écologistes, en général, on l'a vu quand ils ont battu notamment Nicolas Hulot pour Eva Joly, choisissent en général le candidat, je pense à ce que disait notre ami Nicolas Corato, le candidat le plus clivant. Je pense que c'est vrai, et c'est d'autant plus vrai que l'on s'éloigne du centre, à vrai dire. C'est-à-dire que c'est une dynamique qui n'a pas vraiment lieu au centre, où la notion de clivage
n'est souvent pas pertinente, à quelques exceptions près, mais là, dès qu'on s'éloigne et qu'on commence à toucher à des problématiques qui sont très spécifiques, l'écologie, c'est une problématique de crise. On se rappelle La planète brûle de Jacques Chirac. À Johannesburg. Elle n'a pas fini de brûler aujourd'hui, donc on est dans une situation qui est de plus en plus catastrophique et les rapports du GIEC s'enchaînent et sont de plus en plus pessimistes. Donc on est vraiment dans une situation de crise. Et puis de l'autre côté, vous avez toutes les questions d'immigration, de sécurité, etc., qui sont aussi des questions liées à des situations de crise et où là aussi on a tendance à choisir le candidat le plus radical. Donc ça c'est vrai, il est fort probable qu'il y ait ce penchant qui joue. Je pense que c'est pas le seul, c'est aussi constitutif de l'électorat EELV, qui est un électorat d'extrême gauche, un type Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, vous avez vu le bond de participation entre les primaires précédentes et cette primaire-là. Je serais curieux d'avoir la sociologie de ces 100 000 et quelques personnes qui ont voté. Nicolas Corato, si Sandrine Rousseau gagne, c'est une concurrente plus dure pour Jean-Luc Mélenchon que pour Anne Hidalgo, alors que Yannick Jadot sera un concurrent plus dur pour Anne Hidalgo que pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Si Sandrine Rousseau gagne, c'est le signe, mais c'est un signe de plus qu'on s'oriente vers une élection présidentielle extrêmement riche en propositions politiques différentes. Yannick Jadot, il est libéral, il remet pas en cause le système capitaliste. Il a dit qu'il avait arraché des OGM. Oui, financier actuel, et il pourrait tout à fait reporter ses voix pour Emmanuel Macron au second tour sans aucune difficulté, voire même intégrer son gouvernement. C'est pas comme Barbara Pompili. Exactement, comme Barbara Pompili, comme Rugy, comme de Rugy, etc. Non. Là, si Sandrine Rousseau est élue, c'est un signal de plus qu'on va vers une élection présidentielle avec des projets politiques très clivants, très opposés les uns aux autres, comme le disait Frédéric Sinclair, avec des sujets majeurs portés par des candidats qui ne mettent pas, je dirais, le mouchoir sur leurs propositions. Et ça, c'est très intéressant. Donc je pense que c'est très intéressant par rapport au centre, c'est très intéressant par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Sandrine Rousseau porte un programme que moi j'ai du mal à saisir politiquement, parce que c'est pas ma culture, mais je respecte, qui est d'essayer d'expliquer que c'est aussi par une victoire morale et sociétale, et un projet moral et sociétal, qu'on arrive à sauver le monde. Mais pourquoi pas ? Et si c'est la femme qui sauve le monde, c'est encore mieux. Non mais je veux dire, femme est l'avenir de l'homme. Vous faites du Jean Ferrat, pas du Aragon. Ça peut s'expliquer qu'en réglant les violences patriarcales, on arrive à régler nos instants de prédation sur nos instants de prédation sur la planète. Pourquoi pas ? Moi, je veux entendre ce discours et j'ai envie de le comprendre. Aujourd'hui, je le comprends pas, mais je trouve ça très intéressant et très clivant, y compris vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, qui lui est resté sur une approche, je dirais, beaucoup plus idéologique, c'est-à-dire j'abats le grand capital et je sauve la planète. Et c'est l'écologie politique qu'il met en œuvre depuis des années dans son programme. Donc on aurait vraiment plusieurs variétés de vert, plusieurs variétés de rouge, plusieurs variétés de bleu plus ou moins marine, et donc d'une certaine manière, une élection présidentielle qui, pour une fois depuis des années, serait très très ouverte en termes de diversité de projets. 50 nuances d'écologie, 50 nuances de tout à écouter Nicolas Corato. On va écouter l'avis d'Olivier qui nous appelle au 0826 300 300 depuis le Gard. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Pour vous, qui va gagner ? Tiens, je vous pose, c'est notre sondage. Je suis pas d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que Jadot gagnera. Oui. Alors, d'abord, il y a des winners et des losers. Hein. Si vous regardez l'état de Rousseau, elle a perdu les législatives du Nord en 2012, elle a perdu les municipales en 2014, elle a perdu les régionales... On vous entend très mal. Est-ce que vous pouvez ne pas bouger ou vous approcher d'une fenêtre ou... Mais je suis contre la fenêtre. Là, on vous entend parfaitement bien. C'est parfait. Voilà. Alors, voilà. Et elle a perdu aussi les législatives en 2017. Là, ça va plus. Là, ça va plus. 4 fois, elle a perdu. Allô ? Oui. Olivier, on vous rappelle de suite, parce que la ligne n'est pas bonne, on vous rappelle de suite. Je fais réagir brièvement Nicolas Corato et Frédéric Sinclair. Vous entendez notre ami et notre auditeur Olivier Dugard qui nous dit que pour lui, Yannick Jadot va gagner. Est-ce que quelque part, Frédéric Sinclair, Yannick Jadot, c'est pas les écologistes de gouvernement, on va dire ça comme ça, puisque Nicolas Corato disait qu'il pourrait parfaitement rejoindre un gouvernement si Emmanuel Macron était réélu et avait une majorité, et Sandrine Rousseau, l'écologie woke, on va dire ça comme ça.
C'est bien dit, je pense que c'est vraiment de ça dont on parle. La question pour moi n'est pas de savoir quelles élections Sandrine Rousseau a gagné et quelles élections elle a perdues, mais quelle est aujourd'hui, parmi les militants ELV, la tendance de fond. Et il me semble que la tendance de fond est une tendance qui vise à la décroissance et à l'intersectionnalité. Donc je pense qu'on est typiquement dans une pensée woke et je vois mal aujourd'hui Yannick Jadot. Et je dis encore une fois, les 3 autres candidats, Piolle et Bateau, sont 2 autres fervents défenseurs de ces théories-là, plus ou moins. Donc même si Bateau était à la base sur une ligne beaucoup plus libérale, elle s'est rangée donc, dans le camp de la décroissance. Donc je vois pas, encore une fois, je compte les voix et je n'arrive pas à comprendre comment Jadot pourrait sortir vainqueur. Et qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Corato? Vous voyez pas comment Jadot peut sortir vainqueur? Vous n'êtes pas d'accord avec Olivier? Non, mais moi, je le répète, les Verts sont illisibles et imprévisibles. Donc, je ne mettrai pas 10 francs sur un seul des candidats. On est passé à l'euro. Oui, je sais bien, mais vous savez, c'est mon côté un peu islamo-gauchiste, je date. Mais le vrai sujet pour moi, c'est ce que veut dire cette partielle, ce que veut dire cette primaire et ce que ça veut dire en termes de dynamique. Je pense que Sandrine Rousseau est idéologiquement majoritaire dans son propre parti. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Frédéric Sinclair, je pense que ce que moi je n'appelle pas ça le wokisme parce que je pense que c'est caricatural par rapport à ce qui se passe chez ELV, mais cette idée de l'écologie sociétale, c'est-à-dire on change la société pour sauver le monde, est quelque chose qui est aujourd'hui ancré majoritairement dans ce parti et qui détermine d'ailleurs une ligne politique qui est très intéressante et assez originale, qui fait réagir sur tous les bancs de la majorité comme de l'opposition, comme de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, mais qui est très intéressante. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette dynamique-là. Donc oui, si vous voulez un pronostic, la dynamique, elle est du côté de Sandrine Rousseau. Alors je voudrais vous poser une question à tous les deux. On va revenir 5 ans en arrière. Vous vous rappelez quand Benoît Hamon gagne la primaire à gauche, eh bien Manuel Valls appelle à voter pour Macron. Il n'est pas le seul d'ailleurs dans ceux de la primaire à gauche. Est-ce que vous pensez, Frédéric Sinclair, et même question après pour Nicolas Corato, que si Sandrine Rousseau, qui est quand même beaucoup plus clivante que Yannick Jadot, gagnait la primaire des écologistes, cela pourrait faire imploser le parti et voir certains écologistes appeler carrément à voter pour Anne Hidalgo ou pour Jean-Luc Mélenchon? Encore une fois, je ne pense pas, parce que je crois que l'écologie façon Jadot est minoritaire chez ELV. Et donc là, je pense qu'on est d'accord avec Nicolas Corato, c'est-à-dire qu'il y a idéologiquement, il y a un positionnement écolo-sociétal, j'aime assez le terme, pour créer une vraie fracture. Vous avez remarqué que Hamon, c'était aussi celui des frondeurs qui avaient lâché le gouvernement Hollande. En général, c'est les plus révolutionnaires qui s'en vont. C'est rarement l'inverse. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Manuel Valls, on a quand même une tradition républicaine PS fortement ancrée. Aujourd'hui, l'écologie façon Brice Lalonde, elle a complètement disparu. C'est-à-dire que les centristes en écologie, ils ont été ringardisés par la nouvelle vague et aujourd'hui, ils n'ont plus du tout la voix au chapitre. On ne parle d'ailleurs dans le programme de Sandrine Rousseau pratiquement plus d'écologie, on ne parle que de questions sociétales. L'écologie, c'est presque une conséquence future des transformations sociétales qui vont arriver. Donc, pour moi, ils ne parlent plus de la même chose. Alors, si vous me posez la question, est-ce que ça peut amener à une fracture, c'est-à-dire à un départ d'une partie des écologistes qui, à terme, ne se reconnaîtront plus? Oui, ça c'est possible. Est-ce qu'ils vont jouer cette carte-là au moment de la présidentielle? Je ne suis pas sûr que ça soit pour le parti la meilleure carte à jouer. Nicolas Corato. L'histoire du mouvement écologique politique en France n'est qu'une histoire de fracture, de trahison, de départ, de retour. La réalité, c'est que le cœur du parti a toujours été très très distancié par rapport à l'idée de gouverner. Ce parti ne s'est jamais véritablement mis dans la capacité ou dans l'esprit d'un gouvernement. Et finalement, ce sont des individualités qui sont allées gouverner après avoir grandi à l'abri de ELV. Donc, moi, je pense que ça ne changera pas véritablement la face de ce parti. Après, ce qui est très intéressant, c'est ce qui va se passer à gauche. Si Sandrine Rousseau est élue à la primaire, vous faisiez la comparaison avec Benoît Hamon. Benoît Hamon fait un score ridicule
6%. 6%. Il était à 18 À la primaire, quand il a fait quand il a gagné la primaire, il était à 18. Avec un des programmes les plus intéressants, quelles que soient encore une fois les opinions politiques, mais un des programmes les plus riches en termes de pensée, de quelque chose qui est très clivant, très innovant. Ah, peut-être que le laboratoire d'innovation de la gauche, c'est Sandrine Rousseau pour les années qui viennent. Alors ça vous plaît ou pas, hein, mais c'est peut-être ça. Dernière question à tous les deux. Une seule fois, un candidat écologiste a passé les 5%, c'était il y a pile 20 ans, Noël Mamère. Aujourd'hui, selon les instituts de sondage, Yannick Jadot était aux alentours de 10%. Pour vous, vous dites tous les deux que Sandrine Rousseau va gagner. Quel peut être, à votre avis, son score? Je vous demande de faire de la prospective à tous les deux, Frédéric Sinclair. Entre 2 et 3%, 2,5%. Et pour vous, Nicolas Corato? Moi, je pense que ça peut être surprenant. C'est-à-dire? Je pense que quelqu'un comme Sandrine Rousseau peut arriver devant Hidalgo. Ah oui. Oui. Ah oui, effectivement. Alors là, grosse cote, gros pari. Ah non, mais c'est une candidate qui va parler vrai, comme on dit à Sud Radio, à sa façon, Oui. avec ses idées. Mais elle parlera vrai. Et parler vrai pendant toute une campagne présidentielle qui dure plusieurs mois, ça fait parfois très mal à d'autres candidats. Nicolas Corato et Frédéric Sinclair, je vous donne le verdict pour les auditeurs de Sud Radio. Ils sont 57,8% à penser que c'est Sandrine Rousseau qui va gagner la primaire écologiste. Dans quelques instants, on vous retrouve tous les deux pour le second débat. La politique internationale peut-elle plomber la candidature d'Emmanuel Macron suite au déboire avec l'Australie, avec la Suisse? Et d'ailleurs, il y a eu la visite du président suisse qui a été annulée. Vous êtes 79,6% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Et comme tous les lundis, les vraies voix de la politique avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et Grand procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle, publié chez Heredium, et Frédéric Sinclair, politologue, auteur des livres La refondation de la droite et La droite face à l'islam, publié chez Salvatore. Les jours se suivent et les déboires à l'international se suivent également pour le président de la République. Après le fiasco de la vente des sous-marins à l'Australie et le rappel des ambassadeurs à Washington et Canberra, c'est la visite du président suisse Guy Parmelin, attendu en novembre prochain, qui a été annulé. Officiellement pour cause de calendrier, mais la presse suissesse subodore une mesure de rétorsion en raison du choix de la Confédération d'acheter des F-35 américains plutôt que des Rafales français. La politique internationale peut-elle plomber la candidature de Macron? Vous êtes 79,6% à dire oui sur Twitter. Nicolas Corato, je vous ai demandé de la prospective, mais je vais poser la même question à Frédéric Sinclair. Tout à l'heure, c'était sur les scores de Sandrine Rousseau. Là, vous croyez plutôt qui? La presse suisse ou l'Élysée? Moi, je crois toujours les Suisses. Ah bon? C'est un principe d'hygiène de vie. Et notamment la presse suisse, parce qu'elle a les moyens de travailler de manière suffisamment indépendante pour regarder toujours de manière assez décalée, mais assez vraie, le petit monde politique français. D'ailleurs, j'encourage vos lecteurs à lire la presse suisse. C'est toujours très, très enrichissant quand elle parle de la France. C'est pas très valorisant pour la France d'ailleurs, ce qu'ils écrivent en général. Non, mais c'est toujours assez lucide. Oui. Non, le sujet de l'international, il est à rebours. C'est-à-dire que très souvent, les présidents de la République, de la Ve République, sont allés chercher à l'international une capacité de relégitimer leur action aux yeux des Français. Et on sait que ça a été souvent des effets de courte durée ou à courte vue. Alors, à contrario, est-ce qu'être mauvais à l'international, je ne dis pas que Emmanuel Macron est mauvais à l'international, mais en tout cas, connaître des échecs dans sa politique internationale peut avoir un effet sur l'élection présidentielle dans votre pays. Ça reste à voir. Moi, je ne suis pas persuadé que les Français cherchent absolument à l'international des réponses à leurs questions. En revanche, il y a toute l'image de l'autorité, du respect dû à la fonction, du respect dû au pays. Mais là encore, arrêtons de regarder cette histoire ou ces histoires comme des Français. Ne soyons pas naïfs. Nous savons aussi, nous, défaire les contrats des autres. Nous savons aussi, nous comporter de manière plus ou moins bien sur le théâtre commercial international. Nous savons, nous aussi, espionner nos alliés. Ça existe. Nous savons aussi lancer des cyberattaques. Ça existe aussi. Donc, arrêtons de nous voir toujours comme les chevaliers blancs, éternellement insultés par nos alliés américains. Frédéric Sinclair, vous croyez plus qui, l'Élysée ou la presse suisse? Disons que l'Élysée porte la parole de l'Élysée, c'est-à-dire que c'est une parole politique. On peut créditer au moins la presse de chercher, indépendamment du nationalisme suisse qui est extrêmement fort, de porter une parole indépendante. Donc,
Je crois pour le coup que c'est plus que la presse suisse, c'est la presse tout court qu'il faut écouter. Et là, pour le coup, oui, il y a forcément derrière des enjeux. La France, bon déjà l'Europe, ça n'aura échappé à personne, hein, ne fait pas rêver les Suisses, pas du tout. Ah bah ils ne veulent pas y rentrer dans l'Union européenne. Jamais. Et alors leurs grands voisins français, ils ont presque même une attitude de mépris vis-à-vis de lui. Donc ça se traduit politiquement, mais je trouve que ça se traduit même parfois socialement. C'est-à-dire que ça devient perceptible au sein même de la population. Il n'y a pas une amitié, il n'y a pas une proximité. C'est intéressant parce que quand vous vous rapprochez des frontières, que ce soit avec l'Allemagne, avec l'Italie ou avec l'Espagne, vous vous rendez compte de la proximité qui se crée entre les peuples des deux côtés de la frontière, avec des passerelles, des allées, des retours, etc. Et donc, il y a une forme d'osmose qui se crée. Ça ne fonctionne pas comme ça en Suisse. En réalité, il y a des intérêts économiques qui sont en jeu, mais il y a une critique frontalière qui est très, très forte, notamment à l'encontre de ceux qui, en Suisse, iraient acheter français pour payer moins cher, ou de ceux qui, en France, viendraient prendre le travail des Suisses. Bref, il y a une rivalité assez forte. Donc là, pour le coup, le coup du F-35 ne m'étonne absolument pas. Ensuite, Nicolas Courateau en a parlé, il n'y a absolument pas de questions en matière de stratégie économique internationale. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est un monde où la guerre économique fait rage. Il y a des enjeux de défense et financiers qui sont extrêmement forts. Et les États-Unis, que ce soit les États-Unis démocrates ou les États-Unis républicains, sont extrêmement agressifs en matière de défense. Les budgets militaires sont colossaux aux États-Unis. Je rappelle que le budget militaire américain est égal à la somme de tous les budgets militaires du reste des pays du monde. C'est quand même la moitié des gigantesque. budgets mondiaux, oui. Ben c'est ça. Et ces budgets militaires-là ne sont à ce niveau-là que parce que dans chaque État, il y a des lobbies pro-armement qui fonctionnent auprès des parlements locaux, des hommes politiques locaux. Donc on sent bien, effectivement, et donc on sent bien à quel point c'est un enjeu de masse. Donc fondamentalement, il n'y a absolument aucune surprise en la matière. La vraie question qui se pose, c'est comment la France peut-elle se positionner dans ce milieu-là. Bon, là, elle a raté deux fois son coup sur coup. Pas de chance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas demain des bonnes surprises. Nicolas Courateau, est-ce que ça met un coup à la crédibilité d'Emmanuel Macron, ces deux échecs ? Non, je pense que c'est peut-être plus large. Ça encourage un certain discours décliniste, ce qui dépasse de très loin l'attaque même contre la personnalité d'Emmanuel Macron. Un certain Dominique de Villepin, que Frédéric Sinclair connaît très bien, parlait des déclinologues à l'époque. Oui, non mais c'est dans la même veine. C'est-à-dire qu'on a tout de suite eu droit au couplet sur le déclassement de la France n'est plus une superpuissance. Bon, je rappelle que des Rafales, quand même, pour citer l'exemple suisse, on a mis quasiment plusieurs décennies avant d'arriver à en vendre un seul exemplaire à l'extérieur, à l'export. Donc, et que ces dernières années, on s'est plutôt pas mal débrouillé dans la vente de Rafale à des pays comme l'Inde ou comme l'Égypte, pour lesquels on était dans un champ concurrentiel très fort. Même la Grèce. De la même manière, même la Grèce, bon, c'était plutôt d'occasion la Grèce. Il y avait un peu de neuf, un peu d'occasion. Voilà. De la même manière, sur les sous-marins, je veux dire, on a dans l'armement naval, on a de très très grands succès, de très beaux succès commerciaux. Bon, moi je ne suis pas étonné que les États-Unis considèrent que l'Australie, c'est un peu leur chasse gardée, que le Pacifique, c'est très important pour eux, et qu'ils considèrent que la France a peu de choses à faire avec un allié traditionnel des États-Unis comme l'Australie. Que d'une certaine manière, on était un peu loin de nos bases. Vous voyez, il y a peut-être aussi de ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller sur ce discours décliniste, mais c'est ça qu'on entend aujourd'hui. C'est ah ben voilà, ça aussi, ça marche plus, vous voyez. Alors, on était les pros du Rafale, ça marche plus. On était les fantastiques fabricants de sous-marins, et même les sous-marins, on n'arrive plus à les vendre. Donc, c'est un peu réducteur, c'est très rapide. Ça sert des hommes politiques tels que Zemmour, ça sert une opposition de droite que j'ai trouvé assez immature par rapport aux réflexions, pas très chef d'État en puissance. Hein. Je trouve pas ça ça grandit pas Xavier Bertrand
de critiquer, voilà, parce que c'est des actions au long cours. On sait que c'est des contrats qui ont été négociés par plusieurs gouvernements d'orientation politique différentes. Tout ça, c'est l'intérêt du pays. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, comme dirait Garcimore. Mais au final, il faut garder la tête froide et un peu de dignité, voilà, quand on est aspirant à la plus haute fonction élective de ce pays. Frédéric Sinclair, ça met un coup à la crédibilité d'Emmanuel Macron? C'est une question complexe. Donc tout d'abord, au niveau du pourcentage d'auditeurs de Sud Radio qui pensent que ça va plomber sa réélection, j'aurais tendance à dire qu'ils sont dupés par leur défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui les pousse à voir dans chaque défaite du président une occasion de le faire trébucher. Je crois que la politique étrangère intervient finalement assez peu dans le choix des Français au moment de mettre un bulletin dans l'urne. Peut-être à l'exception de quelques cas très significatifs, des pays en guerre par exemple. On se rappelle de Bush Junior qui avait été réélu à cause des attentats contre le World Trade Center, et il peut y avoir comme ça des situations où on a... Et de Carter qui avait été battu par Reagan avec notamment le fiasco de l'ambassade américaine à Téhéran. Absolument. Alors surtout aux États-Unis, où la question militaire est très présente. Donc, mais en France, il faut chercher loin pour arriver à trouver des parallèles équivalents. Non, en fait, je pense, mais ça après c'est un jugement, j'allais dire, de politologue. C'est-à-dire, je pense que Emmanuel Macron se débrouille assez mal à l'international pour une raison assez simple, c'est qu'en réalité, ces jugements politiques sont des jugements moraux. Tout est classé en tant que le bien ou le mal. Or, c'est le réalisme qui domine les relations internationales, plus encore que la politique nationale. Et donc, je suis choqué, mes émotions me poussent à penser que la France a été pénalisée, etc. Ce qui plombe Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est avant tout sa réaction face à la déconvenue, j'allais dire. Un point de vue beaucoup plus réaliste sur ce qui vient de se passer n'aurait pas probablement conduit un Jacques Chirac à rappeler immédiatement les deux ambassadeurs. Je pense que sa brutalité en matière de diplomatie est à la hauteur de son incompréhension des enjeux, des tensions, des alliances, de la force des alliances historiques qu'il peut y avoir entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, qui sont un seul socle civilisationnel. On se rappelle quand même de l'Empire britannique, qui incluait jusqu'à l'Australie, jusqu'à Nouvelle-Zélande, pas si longtemps que ça. Donc fondamentalement, il y a pour moi une faiblesse consubstantielle à la pensée macronienne, qui est une pensée morale et qui ne s'applique pas du tout aux relations internationales. Merci beaucoup à tous les deux. Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur de Grande plaidoirie et Grand procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle, publié chez Heredium, et Frédéric Sinclair, politologue, auteur des livres La refondation de la droite et La droite face à l'islam, publié chez Salvatore. Verdict, vous êtes 79,9% à dire que oui, la politique internationale peut plomber la candidature de Macron. Tout de suite dans le Loft Musique, un chanteur qui a parlé de sa liberté de penser, donc il est très bien sur Sud Radio, c'est Florent Pagny. Florent Pagny, grosse vedette depuis maintenant 30 ans, et l'invité exceptionnel d'Yvan Cujouz ce soir. Restez bien avec nous sur Sud Radio.